tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vous rendre compte que je parle ici à titre amical. Que je vais mettre en défaut l'orateur précédent. Il ne faut pas dire les travailleurs de l'ombre, il faut dire les travailleurs qui travaillent dans l'ombre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Des travailleurs de l'ombre, on en a beaucoup dans les génocides. Les travailleurs dans l'ombre, on en a un peu moins. Et en général, c'est eux qui nous apportent la lumière. Donc, pour vous dire, mesdames et messieurs, que si on est là, ce n'est pas simplement pour faire plaisir à l'occasion d'une invitation. Je disais précédemment que tous ceux qui s'intéressent à des problèmes de type génocide ne regardent pas simplement quelle est la taille du public. Ils disent toujours la même chose, indépendamment de la taille. Voilà. Là, je vous rappelle que c'est quand même dans la continuité de Socrate, on l'accusait toujours de dire la même chose, ce qui paraît toujours de la vérité. Alors Socrate répondait que je dis toujours la même chose de la même façon. Et c'est pour ça, sans doute, que s'en souvient. Pour Lemkin, on dit très peu de choses sur lui, alors qu'en fait, on lui doit justement ce mot. Alors, je voudrais un peu vous prendre à contre-pied. Alors, vous énervez pas, hein. D'accord? Non, je ne crains pas, mais je connais. Voilà, donc, si on voulait retenir un seul mot de votre vie, vous avez le choix. Vous savez, par exemple, un mot que vous avez comme tic, vous dites tout le temps, etc. Puis finalement, les personnes ils disent « Ah, tu te rappelles, c'est lui qui disait tout le temps ça. Hein » Eh bien, il faut se rendre compte que si, à l'échelle de l'humanité, il fallait garder un seul mot, mais il faudrait que ce soit le mot génocide. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, le mot génocide, au départ, on a l'impression que, surtout les gens qui sont des survivants et aussi de la famille de survivants et de victimes, la plupart d'entre vous, parce qu'il y a quand même beaucoup d'Arméniens ici, considèrent le génocide comme une étape ultime. Or, c'est faux, c'est le début. Donc c'est très surprenant comme approche, parce qu'on a l'impression qu'il y a un processus de déshumanisation qui aboutit au génocide, et en fait, on a l'impression que le génocide ne peut pas faire pire. Alors vous allez découvrir dans cette conférence qu'on peut faire pire. Donc là, ça devrait quand même vous surprendre, mais il faut bien se rendre compte que la première étape du génocide, c'est d'oublier sa propre existence. Donc si vous regardez l'analyse de Stanton de la notion de génocide, vous verrez qu'elle se fait en 8 phases, et en réalité, la phase génocidaire proprement dite est la 7e, donc ça veut dire qu'il y a 6 phases de préparation, ce qui faut dire qu'il faut être quand même assez crétin pour ne pas comprendre ce qui se passe, puisqu'il a fallu 6 étapes pour aboutir à la 7e, et malgré le fait qu'on arrive à la 7e, il y a quand même des gens qui pensent encore, ils se demandent si ça existait. D'accord ? Donc pour ceux qui pensent que les crétins c'était simplement d'avant, je vous signale quand même qu'en 1994, avec le génocide du Rwanda, on a mis un certain temps pour se décider si c'était un génocide ou pas. Vous voyez ? Donc il faut quand même un certain nombre de victimes pour se dire, bon, on va l'appeler comme ça quand même. Eh bien, maintenant, le 7 avril représente en fait la date pour le génocide du Rwanda, de façon très claire, 10 ans après. On considère que c'est quelque chose qui appartient à l'humanité comme date phare. Alors, tous ceux qui ont vécu, comme moi, l'année 1994, eh bien, vous pouvez vous rappeler que ce n'était pas très clair. Or, maintenant, ça nous paraît évident. Donc, la problématique est la suivante de Lemkin, et vous allez voir, ça va surprendre aussi les Arméniens. Donc, bon, évidemment, Lemkin n'est pas arménien, et vous allez voir, c'est un bon point pour être crédible par la suite. Vous allez voir pourquoi, parce que des fois, quand quelqu'un d'arménien dit quelque chose de bien sur le génocide des Arméniens, la première chose qu'on lui dit, oui, mais c'est normal, tu es arménien. Vous voyez ?
S'il dit des bêtises, on ne lui dit pas c'est normal que tu es arménien. On lui dit simplement tu dis des bêtises. S'il dit des vérités, on dit c'est normal que tu es arménien. Donc c'est pareil pour les Grecs, les Juifs, les Rwandais, etc. Donc, la première problématique qu'on peut se poser, c'est que Lemkin, en réalité, il est d'origine juive, il est polonais, on pourrait l'appeler en fait ukrainien, donc les frontières ont changé. Hein. Donc il faut bien se rendre compte de quelle époque on parle. Il va réfléchir en tant que juriste à une notion qui était impensable. Alors, une définition un peu ce qu'on appelle l'impensable. En général, on travaille dans la réalité, donc c'est ce qu'on vit. Si on augmente un peu la réalité, on travaille dans le cadre de l'acte. Donc l'acte, c'est ce qui change la réalité. Les hommes politiques le savent bien, ça. J'en suis plus. Non, mais justement, c'est pour ça que j'en parle. Parce qu'en fait, l'acte va être défini comme un mouvement qui change la réalité. Simplement, pour avoir ce mouvement qui change la réalité, il faut avoir une vision. C'est au-dessus. Et avant la vision, encore plus haut, il faut avoir une utopie. Parce qu'il n'y a que les utopies qui génèrent la réalité. Les réalités génèrent que du conservatisme. Elles n'arrivent pas à générer autre chose. Pour générer une nouvelle réalité, il faut être en dehors de la réalité, et ensuite cette réalité va devenir une réalité pour les gens par la suite. Et au-dessus, il y a l'impensable. L'impensable, c'est quoi? Eh bien, c'est ce à quoi personne n'a pensé avant d'être pensé par une personne. Donc en général, quand quelqu'un vous dit quelque chose d'impensable, la première chose que vous faites, c'est lui dire c'est une utopie. Et vous ne pouvez pas dire c'est impensable, parce qu'il a pensé, il vous l'a dit. À partir du moment où vous lui dites que c'est une utopie, peut-être que quelqu'un va écouter la conversation et il va lui dire vous parlez de quoi? Et pour lui, ça peut devenir en fait une vision. Donc il faut bien se rendre compte, la première problématique pour l'humanité, très haut, c'est de définir ses droits. Donc là, je vais vous parler de quelque chose d'impensable. Si je vous dis par exemple les droits de l'humanité, vous comprenez bien toutes les lettres et tous les mots. Mais vous connaissez d'habitude les droits de l'homme. Puis vous dites, les droits de l'homme, ça suffisait, c'était bon. Et ça suffisait tellement pas qu'après on a fait les droits de la femme, on a même fait les droits de l'enfant. Eh bien, à l'heure actuelle, en 2015, on n'en est pas encore au stade, au niveau juridique, à définir les droits de l'humanité. Alors pour les définir, ces droits, on marche à l'envers. Est-ce que ça lui appartient? Tant que c'était là, c'était pas très clair. À partir du moment où je vais faire ce mouvement et je vais le prendre, vous pourriez dire, mais c'est à lui. Vous voyez? Et en fait, on travaille beaucoup par la négation. Pour comprendre une notion positive, il faut d'abord comprendre son absence. Vous êtes tous libres, mais en fait, vous le comprenez vraiment que quand on vous met en prison. Là, vous comprenez exactement ce que c'est. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est plus facile de comprendre libération, d'abord, et après, liberté. Et la libération, vous l'avez à comprendre qu'à partir de l'emprisonnement. On est quand même assez bizarre. Hein, on travaille toujours à l'envers, comme ça. Donc, c'est pareil. Les droits de l'homme, en fait, on les a définis tout de suite en disant qu'il ne faut pas faire ça. Parce que si tu fais ça, tu empiètes sur quelqu'un. Donc ça, empiéter, c'est son droit. On n'a pas dit d'abord les droits. Et d'ailleurs, c'était tellement révolutionnaire qu'il a fallu essentiellement attendre la révolution pour avoir les droits de l'homme. Alors que ça paraît trivial que il fallait bien que quelqu'un pense aux droits de l'homme. Eh bien, cette problématique qu'avait Lemkin, Raphaël Lemkin, il se disait la chose suivante. On parle souvent de massacre. On parle souvent d'exaction. On parle d'ethnocide. On parle de différentes notions qu'on n'arrive pas à gérer dans leur graduation. À quel point c'est grave. Par exemple, si je vous dis crime contre l'humanité, il y a beaucoup d'entre vous qui s'attachent au mot crime. Et ils font une erreur stratégique, et en général les génocidaires préfèrent ça, parce que si on s'attache au mot crime contre l'humanité, les autres vont vous dire c'est comme un crime, quoi. Mais le plus important, c'est contre l'humanité, c'est pas crime. On pourrait les avoir appelés, on aurait pu les appeler les contre l'humanité. Vous voyez? Comme on dit par exemple inhumain. On pourrait les appeler inhumanité. Et vous voyez, d'un seul coup, il y a des mots qui apparaissent, qu'on connaît.
Et en fait, on a défini ces mots de cette façon parce qu'on ne savait pas bien comment les gérer. Alors, en tant que juriste, il s'est dit quelque chose de vraiment très surprenant et tout à fait révolutionnaire, c'est les autres ne pourront rien faire si je ne leur donne pas un outil. Vous voyez, bien souvent, en fait, c'est parce qu'on n'a pas d'outils qu'on ne sait pas comment réagir. Parce que si vous voulez accuser quelqu'un, il faut bien accuser quelque chose. Mais si vous ne savez pas comment l'appeler, ce quelque chose. C'est la technique qu'a utilisée Ulysse, hein, avec le cyclope. Ben, quand il l'accusait après, il disait ben, qui c'est qui t'a fait ça? Personne. Ben, c'est la thématique du génocide. Parce que si le crime n'a pas de nom, vous voulez être accusé de quoi? Donc sa problématique était la suivante. Il faudrait d'abord définir un mot, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir dire que quand on dit ce mot, ça veut dire que c'est un acte d'accusation. Vous voyez, c'est le problème de la qualification de la notion de délit. La plupart d'entre vous, si on chipote un peu, sauf si vous avez fait des études de droit, vous avez du mal à différencier délit, de acte criminel, de crime. Vous voyez, en gros, c'est pas bien, quoi. Mais quand vous allez aller en justice, suivant les cours où vous êtes, ça va être très important parce que si c'est du pénal, ça va être dans un autre registre, si ça ne l'est pas, etc. Donc il se posait la question suivante, c'est que si on définit un acte qui est en fait un acte de barbarie, en disant simplement acte de barbarie, on n'arrive pas bien à le définir. Donc il s'est dit, on va créer complètement un mot. Donc il a créé le mot génocide en prenant d'un côté une racine grecque, génos, et de l'autre côté une racine latine, le cide. Donc en fait, volontairement, un peu comme l'espéranto, il a fabriqué de toutes pièces un mot qui n'existait pas. Alors c'est assez intéressant parce que si vous regardez, vous allez vous rendre compte que justement, comme tu le disais très bien au début, eh bien, les Arméniens ne parlaient pas de génocide, en fait, ils parlaient de grand malheur. Mais grand malheur, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est seulement vous. Vous n'accusez quelqu'un d'autre ou pas? Non. Vous êtes vous. Je vis un grand malheur. Mais en fait, il n'y a pas d'acte d'accusation. Vous ne pouvez pas dire c'est de sa faute. C'est ta faute de quoi? Donc, c'est pareil pour la Shoah. L'Holocauste aussi. Hein. L'Holocauste, en fait, a une étymologie, hein, parce que finalement, ça revient à dire que je brûle absolument tout. Hein. Mais la problématique du génocide est différente. D'abord, on ne veut pas avoir une catégorie en fonction du nombre de victimes. Et ça, c'est très important parce qu'en général, les gens, quand ils ont subi un génocide, indépendamment de qui ils sont, ils ont tendance à dire le nombre de victimes. S'ils ne disent pas le nombre de victimes, on a l'impression que ce n'est pas vraiment un génocide. Alors c'est assez intéressant, pourquoi? Parce que quand vous regardez la charte des Nations Unies, eh bien, il n'y a pas le nombre. On ne vous dit pas à partir de 1 million, ça veut dire génocide. C'est assez intéressant parce que je pourrais vous poser une question vicieuse, donc je vous la pose pour que vous y réfléchissiez quand vous poserez les questions. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de génocides qui ne sont pas, en fait, officiellement des génocides, qui sont des crimes contre l'humanité et qui ne sont pas des génocides? Parce que vous voyez, en fait, souvent on a tendance à tout compresser, on les met tous ensemble, on se dit c'est à peu près pareil. Mais il y a bien des crimes contre l'humanité qui ne sont pas des génocides. Donc en fait, il y a une catégorisation qui nous permet de dire que parmi les crimes les pires, le génocide c'est le pire. Et ensuite, on a d'autres. Par exemple, il faudrait regarder des événements, les événements de 1955 à Constantinople. Est-ce qu'ils sont comme ça ou comme ça? Et vous allez vous rendre compte que si vous avez cette vision, vous aurez d'un seul coup une vision programmatique, stratégique, qui est complètement déshumanisée au départ, pour pouvoir classifier quelque chose qui sera très humain. Parce que vous savez, quand les gens sont très humains, pour les gens normaux, ils paraissent inhumains. Vous voyez? C'est-à-dire que quelqu'un qui réfléchit à la notion de destruction systématique, comme Lemkin, on a l'impression que c'est un juriste, quoi. Finalement, c'est peut-être lui qui a fait l'apport le plus fondamental dans l'histoire de l'humanité dans ce domaine, qui n'était même pas victime.
Donc là maintenant, une autre erreur stratégique qu'on commet souvent, on a l'impression que comme ça a été appliqué pour le génocide des Juifs, ça provient de là. C'est une erreur, parce que Lemkin, il pensait au génocide avant. Et là, on rentre dans le domaine du surprenant, puisque en réalité, il a forgé un mot qui a été appliqué, et pas tout à fait appliqué encore à l'époque. Donc on a commencé déjà, il y réfléchissait déjà à partir de 42, officiellement il est passé en 43, il a été appliqué en 45, repris en 48. Et maintenant on considère que c'est un mot qui a toujours existé. Ça c'est intéressant qu'un mot qui a toujours existé dans notre tête n'existe en fait que depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais en réalité, pour la Seconde Guerre mondiale, il a été appliqué. Parce que si vous lisez les archives que Lemkin, et je vous conseille, maintenant qu'on a Internet, d'ailleurs ça serait bien pour ce qu'on a visité d'avoir une copie, vous pouvez rentrer sur Internet, vous allez voir les archives de Lemkin à la bibliothèque du Congrès à Washington, elles sont accessibles au public, et vous allez vous rendre compte de quelque chose qui est tout à fait surprenant, surtout pour les Arméniens, c'est que pour définir le mot génocide, Lemkin a pris l'exemple des Arméniens. C'est-à-dire qu'en fait, il a défini un mot de façon abstraite, juridique, en disant voilà, ça correspond à ça, ça et ça. Mais pour donner un exemple concret à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, il a dit voilà, ce que je connais, qui ressemble à ça, et il a sorti une catégorie. Et dans cette catégorie, il y a l'exemple arménien. C'est assez surprenant parce que je le dis ça à l'occasion du centenaire pour vous rendre compte à quel point on n'a pas lu Lemkin. C'est qu'on essaie de démontrer que le génocide des Arméniens est un génocide parce qu'on a oublié que le mot génocide provient de l'exemple arménien. Il faut quand même en avoir une sacrée couche. Hein. Je veux définir un homme. Je dis un homme, c'est ça, ça et ça. Bon, prenez un exemple, c'est lui. Et après, lui et sa famille essayent de démontrer que lui est un homme. Et c'est lui que j'ai utilisé, pour exemple. Pourquoi vous avez besoin de le faire? Si la cause arménienne avait vraiment lu Lemkin, la première chose qu'elle aurait fait, c'est prendre son œuvre, la traduire dans toutes les langues et dire voilà, c'est ça notre exemple. Et ce qui a été accepté par la Charte des Nations Unies à partir de 1948, c'est nous. Or, en fait, ça a été fait à l'envers. Ils ne se sont pas rendus compte que ça a été écrit, ça a été effacé. L'arménien moyen, le français moyen, enfin tout ce que vous voulez, les moyens, pensent que ça n'existe qu'à partir des juifs. C'est assez drôle parce que le juif moyen sait que ce n'est pas à partir de lui. Quand même, c'est incroyable. Hein, parce qu'en fait, ça a été appliqué, mais en fait, on oublie la source. Donc la source, on a aussi d'ailleurs ce qui s'est passé en Grèce, les Arméniens connaissent bien, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que des fois, finalement, pour lutter pour l'avenir, c'est bien de lire le passé. Et ce qui est quand même vraiment merveilleux, c'est que vous savez qu'on utilise souvent la citation de Hitler en disant « qui se souvient du génocide des Arméniens ?» mais la réponse est toujours la même. Lemkin. Lemkin. Il a suffi qu'un seul type s'en souvienne pour qu'il définisse le mot génocide. Parce que ce que vous oubliez, c'est que Hitler n'a pas pu dire cette expression. Et maintenant, vous commencez à réfléchir. Donc ceux qui parlent allemand, ils vont être obligés de chercher le mot. Maintenant. Parce qu'ils ne pouvaient pas dire qui se souvient du génocide des Arméniens, puisque le génocide des Arméniens n'était pas encore défini, et en plus, le mot génocide n'était même pas défini. Oui, comme c'est vicieux. Et en fait, quand on revient à la base, quand on revient sur le fond, on se rend compte qu'on a un appareil. Et donc, en fait, on va avoir, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un appareil juridique qui nous permet de dire, moi, que je sois ci, ça ou ça, je l'accuse de génocide. Et génocide, ça veut dire ça. Hitler n'a pas dit génocide, il a dit extermination. Oui, justement, voilà. Mais en fait, nous, on s'en souvient comme ça. Mais vous voyez, c'est pareil, l'extermination, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, dans la caractérisation du génocide, ce qu'il a introduit, Lemkin, c'est ça qui est très important, c'est systématique, destruction systématique. Et c'est encore pareil, en destruction systématique, le plus important, c'est systématique, et pas destruction. Essayez de vous rappeler à chaque fois que
S'il y a du vent, vous allez les qualifier, non? Comment? Alors, vous allez prendre Beaufort, force. D'accord. Donc si je vous dis par exemple un vent force 10, il y en a plein parmi vous qui s'intéressent juste à vent. Mais vent, ça peut être force 1. Ça ne veut rien dire du tout. Donc l'expression force 10 va changer complètement la nature du vent. En fait, de façon normale, vous l'appelleriez plus vent. Et comme on ne veut pas changer de nom, on l'appelle force 10. Ça soufflait combien? Force 10. C'est même force 10 qui souffle. C'est même plus le vent. C'est pareil pour génocide. C'est-à-dire que quand le mot est complètement nouveau, va nous permettre de mettre une catégorie à part, qui va nous permettre d'accuser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fait une erreur stratégique dans l'emploi des mots. On en parlera sans doute même dans les questions-réponses. Même maintenant, on ne sait pas bien utiliser certains mots. On ne sait pas bien dire si c'est une différence entre exécuter, entre tuer, il y en a même qui parlent d'attentat alors que le crime a été commis. Or, ils se souviennent plus que ça veut dire attentat. Si vous dites par exemple l'attentat a été déjoué, ben, il n'a pas eu lieu, mais il s'appelle quand même bien attentat. Ou il a été déjoué, vous voyez? Or, en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser le même mot. Or, nous, on a tendance, de façon facile, à faire comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ensuite, quand on va en cour de justice, et qu'on veut dire le mot, on a l'avocat de l'autre côté qui vous dit non, vous ne pouvez pas utiliser ça. On a des problèmes de vice de forme. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très précis, et c'est pour ça que certains pays qui sont accusés de génocide sont tout à fait d'accord qu'il s'agit d'un massacre. Et on a des crétins parmi les victimes qui considèrent que puisqu'ils ont accepté que c'était un massacre, c'est bon. Mais vous savez pourquoi ils acceptent que c'est un massacre? Parce que massacre, c'est pas un délit. Non, c'est pas défini comme un délit. Non. C'est quelque chose de pas bien, c'est quelque chose d'horrible. D'ailleurs, maintenant, vous voyez, on a eu par exemple des expressions du genre c'était une vision de l'horreur. Bon, alors vous imaginez, vous allez à la cour de justice et vous l'accusez de vision de l'horreur. Donc tout le monde va penser qu'il a vu un film. Vous voyez, c'est qu'en fait, des fois, on n'arrive pas à définir les mots parce qu'ils sont à la limite du dicible. Ils sont indicibles au départ. Et après, quelqu'un les a pensés, ils disent il faut dire ça. Donc il ne faut pas dire tuer, jamais. Il faut dire génocider. Parce que tuer, il y a plein de gens qui sont morts, ils sont tués, qui ont été tués dans un accident, c'est pas grave, ça arrive. Mais c'est pas quelqu'un qui l'a voulu, c'était pas un meurtre. Donc, c'est pareil quand on dit victime. Il y en a plein parmi vous, même ici dans cette salle, je suis sûr que vous dites, même les jeunes, qui travaillent tellement pour le 2015, parce qu'ils ne seront pas là pour le 2115. On leur souhaite quand même. Ils seront moins jeunes. Eh bien, combien d'entre vous évitent d'utiliser le mot victime en parlant de génocide? Je vous avais dit de ne pas vous énerver. Parce qu'en fait, là, je vous accuse. Je vous accuse d'utiliser un mauvais terme pour qualifier l'inqualifiable, ce qui fait que quand vous le dites, l'autre, quand il l'entend, il n'entend pas génocider. Parce que normalement, il faudrait dire génocider, il faudrait dire génocideur, il faudrait dire génocide, et rien d'autre. S'il faut le répéter 30 fois, vous le répétez 30 fois. Écoutez les discours pour les commémorations. Je vous en rappellerai en avril 2016. Ici. On verra si les gens vont éviter ou pas d'utiliser le mot victime. Or, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a une sorte de déification du mot victime, alors qu'il est vide de sens, parce qu'il est trop générique. Et justement, Lemkin voulait dire que si on n'utilise pas un mot spécifique, et qu'on n'utilise pas saccage, mise à sac, massacre, on n'arrive pas à dire de quoi est responsable l'autre. Et c'est assez intéressant, parce que quand il va prendre les exemples, il ne va pas dire que c'est des génocides, il va les qualifier comme ils étaient qualifiés auparavant.
Donc il va parler de massacre. Par exemple, on dit souvent massacre hamidien. Et vous savez pourquoi on dit souvent massacre hamidien? Parce qu'en fait, ils ont été qualifiés comme tels avant même qu'on ait ce genre de préoccupation. Or, maintenant, si vous vous intéressez véritablement au génocide des Arméniens et pas au génocide arménien, encore une autre erreur, puisque là, si l'adjectif il est sur le mot, ça veut dire que c'est eux qui l'ont commis. Et combien d'Arméniens et de Français commettent l'erreur d'appeler ça génocide arménien, alors que c'est génocide turc des Arméniens? Or, on fait l'erreur. Et cette erreur est utilisée. Donc, il faut bien faire attention de quoi on parle, parce que des fois, en fait, on oublie que l'autre n'a accès qu'à votre parole par rapport à votre pensée. Parce que des fois, après, vous dites, c'est pas ce que je voulais dire. En réalité, c'est pas ce que vous voulez penser. Parce que vous n'aviez même pas pensé avant l'Enki. Or, on avait un cas. Donc, on part d'abord sur l'impensable, maintenant on sait ce qu'on veut dire, et puis comme on sait ce qu'on veut dire, on va employer de la stratégie. Alors pourquoi? Comment intervient la stratégie à partir de là? Eh bien, elle intervient à partir du juridique. Deux exemples très simples. Un juge n'a pas de stratégie. Mais l'avocat a de la stratégie. Pourquoi? Parce que l'avocat, que vous soyez coupable ou pas, il peut faire son travail d'avocat. Il va essayer de minimiser votre peine, il va vous libérer, mais il sait ce que l'autre ne sait pas. Parce que par exemple, si le juge savait que vous êtes coupable, il n'accepterait pas la défense de l'avocat, comme elle a été faite. C'est parce qu'il ne sait pas. Donc comme il est dans une phase de doute, l'autre utilise l'ensemble de sa stratégie, un immense spectre, qui va être basé essentiellement sur le mensonge. Pourquoi? Parce que la vérité, elle a un problème. C'est qu'elle est unique. Et le mensonge est multiple. Ce qui fait que vous pouvez travailler sur plein de choses. Vous dites quasiment la vérité, presque la vérité. Vous ne dites pas tout. Vous dites que ce qui vous arrange. Vous voyez ces expressions-là? Je n'ai pas forcément dit qu'on mentait. Hein. Mais en fait, quand vous dites il m'a dit que ce qu'il arrangeait, en réalité, il a fait une opération stratégique et il a pris seulement certains morceaux. S'il les avait tous pris, ça aurait été le négatif. C'est les politiques qui savent bien faire. Ce n'est pas un problème de politique, c'est un problème de qui les vote. Et oui, si vous allez dans un spectacle et vous êtes énervé avec l'acteur par son rôle, alors c'est un rôle d'acteur, et que vous ne savez plus que vous êtes en spectacle. Si vous avez payé le spectacle en plus, et vous énervez quand même, il faut le faire quand même, non? Et bon, ben nous, c'est ce qu'on fait. Des fois, on les élit, après on se trouve que quand même, le spectacle, c'est pas la même chose. Mais il ne faut pas les mettre tous dans le même paquet, parce qu'il règne des politiques qui font du travail, c'est très simple. Qui c'est qui fait du travail dans le cadre politique? C'est ceux qui fabriquent de l'histoire. Voilà. Donc, ceux qui font vraiment de la politique écrivent l'histoire. Et ceux qui n'en font pas, c'est les histoires qui les écrivent, là où ils pensent. Et pas ailleurs. Donc, au bout d'un moment, on s'en sort. Donc, ce qui est important, c'est l'accusation. L'acte d'accusation va être fondamental. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de définir à quel point l'autre est coupable. Et donc, dans le cadre de la stratégie qu'on va mettre en place, on va se rendre compte, ce que je vous disais dans des étapes. Dans une étape, par exemple, je fais exprès de ne pas vous donner toutes les étapes pour que vous le cherchiez. On a le problème de la polarisation. La polarisation, ça veut dire qu'en fait, on va avoir une cible et on va dire ces gens-là, hein, pas comme Brel, sont comme ça. Après, on va avoir une tendance à les déshumaniser de telle manière que quand ça va devenir des victimes, ce ne seront plus des victimes, ce seront des cibles. Et c'est pour ça que dans les génocides, peut-être que ça va vous surprendre, on découpe les gens. Parce que lui, c'est un individu, c'est un homme. Si je coupe ça c'est juste une main. Si je coupe l'oreille, le nez, c'est
l'oreille, le nez. Vous vous avez posé cette question avant? Pourquoi dans les génocides, il y a tellement de gens qui sont découpés? Même la tête? Des tas de têtes? C'est des tas de têtes, vous dites plus des tas d'individus. Vous-même, même en étant concerné, en fait, vous avez tendance à rendre le sujet objet. Et c'est l'objectif du génocide. C'est cette transformation du sujet en objet. À partir du moment où c'est un objet, c'est un objet. Regardez quand les gens sont torturés, même à l'heure actuelle. Posez-vous la question pourquoi quelqu'un n'est pas simplement tué et on lui découpe la tête. Pourquoi quand quelqu'un vole, on lui coupe un bras? Parce que ce qui est associé au vol, c'est le bras. Et ce n'est pas l'amputation. Ce vol, ça coûte un bras. Cet autre vol, ça coûte un pied. Vous voyez? C'est une façon de déshumaniser. C'est simplement, voilà, c'est une punition, quoi. Ça coûtait un bras. Et à la fin, vous ne vous rappelez plus que c'était un homme à qui on a retiré ce bras. Donc, ce processus-là permet en fait de prendre un peuple, de le mettre en catégorie. Par exemple, c'est tous des voleurs. C'est tous des usuriers. C'est tous des gens qui ont des grands nez. Je donne des exemples. Vous pouvez être les trois. Bon. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où vous rentrez dans ces catégories, vous n'êtes plus l'humain qui appartient à ces catégories, vous êtes simplement un représentant de la catégorie. Et donc, les gens qui vont tuer et génocider ces gens-là ne tuent pas vraiment des humains, ils tuent des gens de la catégorie qui étaient nuisibles. Et donc, c'est pour ça que vous allez avoir l'expression purification ethnique, qui est vraiment une horreur. Or, on ose mettre le mot purification devant ethnique quand même. Donc, combien parmi vous font cette erreur de mettre cette expression en place dans leur langage? Parce que là, je le fais exprès pour la conférence. Moi, je n'utilise jamais ça. Parce que la notion de pur, elle est positive. La notion d'ethnose, c'est positif. Mais purification ethnique, ça veut dire que vous allez éliminer tous les autres pour rendre plus purs ceux qui ne le sont pas. Donc, en fait, c'est un processus d'extermination qui aboutit souvent à un génocide. Mais vous voyez la différence. C'est bien plus clair, génocide, parce que c'est tueur de peuple. Alors que purificateur ethnique, à la fin, vous ne savez même plus de quoi vous parlez. Donc, la problématique de Lemkin, c'était de dire, moi je suis présent, je me souviens de ce qui s'est passé pour les Arméniens. Je peux les accuser, je suis juriste. Mais les suivants, ils vont faire quoi? Alors il se dit, il faudrait inventer un concept qui arrive à passer aux Nations Unies, et qu'ensuite, à partir de là, les gens puissent l'utiliser en disant, c'est pas de moi, c'est écrit, c'est la Charte des Nations Unies, lisez-la, il est accusé de ça pour tel article, tel paragraphe. Ça, c'était fondamental. Pourquoi? Parce que finalement, les Nations Unies l'ont accepté parce qu'on ne visait aucun génocide en particulier. Et ça, c'est le point très fort de cette approche, c'est que si vous dites un génocide en particulier, on vous accuse d'être tenant de cela. Si vous dites de façon générale. C'est pareil pour le processus de pénalisation. Donc dans ce cadre-là, pour vous rendre compte maintenant que le génocide, c'est vraiment le début. Le début, c'est le génocide. Ensuite, on a le processus de réparation qui va comporter la pénalisation, qui va comporter l'écriture de livres en commun, qui va comporter la restitution, qui va comporter aussi le retour des fois. Parce que c'est ça qui est fondamental. On en parlait à midi. C'est bien d'avoir ces rencontres à midi, chez la grand-mère. Moi, j'aime bien les grand-mères, de toute façon. Les gens qui travaillent dans les génocides aiment bien souvent les grand-mères, parce que c'est elles qui nous racontent ce que ne disait pas le grand-père. Dans un moment. Eh bien, le problème des réfugiés. Certains d'entre vous considèrent que la notion de réfugié est stable. Or, elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'elle est simplement temporelle.
Vous êtes réfugié au moment où vous partez. Vous arrivez, vous dites, ben, je suis réfugié. Non. Sauf si vous avez un statut de réfugié politique. Et maintenant, de façon plus humaine, qu'est-ce que c'est un réfugié qui ne veut plus retourner là où il était? Ben, c'est plus un réfugié. Il y a certains, parmi les Arméniens, qui considèrent qu'ils sont encore des enfants de réfugiés. Ils ont le droit, mais pas qu'ils sont eux-mêmes réfugiés. Parce que beaucoup ne retourneraient même pas. Vous voyez? Donc maintenant, sur le plan des droits de l'homme, un réfugié qui veut retourner chez lui, c'est très bien, c'est quelqu'un de dangereux pour les génocideurs. Un réfugié qui ne veut pas retourner, c'est quelqu'un qui est inutile. Pourquoi? Parce qu'il ne va jamais faire aucun impact, il ne va pas convaincre quelqu'un, il ne va faire aucun changement. Donc, cette thématique, il faut bien se rendre compte d'une autre problématique un peu plus profonde, et c'est assez intéressant, puisque c'est grâce à Lenkin qu'on a pu y penser, c'est que les gens ont tendance à considérer qu'ils sont fils de génocide. Oui, il y a beaucoup d'Arméniens, même surtout les plus jeunes. Tu vois, j'ai réussi à arrêter même un chewing-gum. Là, il a redémarré, il s'est dit non, mais il ne veut pas m'en prendre à moi. Donc, les plus jeunes, en général, en fait, on vous a donné tellement peu de connaissances par les plus vieux, et soyez au courant, les plus jeunes, que vous savez des fois plus de choses que les plus vieux, alors qu'ils sont plus près du génocide. Parce qu'ils avaient un autre problème, c'est que leurs parents ne leur disaient rien. Eux, ils ont commencé un peu à chercher, leurs enfants, ils ont cherché un peu plus, et en fait, les petits-enfants, ils sont au courant de tout. Des fois, ils arrivent et ils redisent à la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, c'est vrai que c'était de là? Elle ne sait même pas. C'était de là. Bon, bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se trompe, et il y a une grave erreur qui est faite par les peuples qui ont subi un génocide, surtout quand ils travaillent dans le cadre de la reconnaissance, c'est qu'ils oublient de reconnaître une chose, c'est qu'ils existaient avant le génocide. Et ils oublient de reconnaître une autre chose qui est plus fondamentale sur le plan stratégique, c'est que s'ils